La salle de réunion a plongé dans le silence quand Michel a jeté le dossier sur la table de conférence. Sa voix affichait cette sollicitude artificielle que les cadres travaillent dans les séminaires de RH. Vous faites l'objet d'une enquête interne, a-t-il annoncé, ses yeux balayant mes collègues avant de se poser sur moi avec une satisfaction non dissimulée. Tout le monde s'est écarté de moi. Une danse synchronisée de préservation de soi. 11 mois de déjeuners partagés, de plaisanteries de bureau et de soirées à boucler les dossiers se sont évaporés en quelques secondes. Pour quelle raison exactement? Ai-je demandé, gardant ma voix calme malgré la montée d'adrénaline. Accès non autorisé au système, transfert de données à des heures inhabituelles, intérêt excessif pour des comptes extérieurs à votre service. Il a énuméré chaque accusation avec une précision théâtrale. Des choses assez graves, Anne. L'équipe évitait de me regarder. Delphine, qui m'avait emprunté mon agrafeuse ce matin même avec un sourire, trouvait soudain son bloc-notes fascinant. Rachid, qui m'avait invité à l'anniversaire de sa fille le week-end dernier, examinait sa montre comme si le temps allait s'arrêter à force de le fixer. Nous surveillons vos activités depuis des semaines, a poursuivi Michel, s'amusant visiblement. Les preuves sont substantielles. Mes paumes sont devenues moites, non pas de peur, mais par calcul. Cela arrivait avec 3 semaines d'avance sur le planning. J'aimerais voir ces preuves, ai-je dit. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Signez ceci. Il a fait glisser un document sur la table. C'est un simple aveu de conduite inappropriée. Nous ferons cela discrètement. Vous serez escorté vers la sortie aujourd'hui avec 2 semaines d'indemnité de licenciement. L'alternative restait sous-entendue. Si je ne signais pas, il ferait de moi un exemple. Et si je refuse? Son sourire s'est crispé. Alors les choses deviendront moins plaisantes, beaucoup moins. L'équipe observait cet échange comme les spectateurs d'un accident de voiture, horrifiés, mais incapables de détourner le regard. Ces gens qui louaient mon travail hier attendaient maintenant de voir à quel point je serais détruite. J'ai attrapé mon téléphone. Ce n'est pas une négociation, a lâché Michel. Vous n'avez le droit d'appeler personne. Je l'ai ignoré, composant le numéro avec un calme délibéré. Allô? Est-ce la police judiciaire? J'ai maintenu un contact visuel inébranlable avec Michel. Oui, ici le capitaine Lefebvre. Le pont est compromis. Je répète, le pont est compromis. Michel s'est précipité à travers la table pour attraper mon téléphone. Qu'est-ce que vous croyez faire? Code jaune. Site tournesol, ai-je continué, esquivant sa main. Demande de renfort immédiat. Le chaos a éclaté. Mon superviseur a renversé sa chaise, se précipitant pour m'atteindre. 2 cadres supérieurs ont foncé vers la porte. Les autres membres de l'équipe se sont figés, la confusion remplaçant leur jugement. « Elle bluffe !» a crié Michel, le visage rouge de colère. « La sécurité! Je suis resté de marbre. »« Ah bon ?» L'agent de sécurité est apparu à la porte, l'air incertain. Pendant un instant à vous arrêter le cœur, il s'est dirigé vers moi au lieu de Michel. Mon message avait-il échoué? Mon équipe n'était-elle pas en position? Puis le tonnerre de bruit de pas a retenti dans le couloir. Agents fédéraux, que tout le monde reste où il est. Le visage de Michel est passé de la rage à l'incrédulité, alors qu'une douzaine d'agents envahissaient la salle. Mes véritables collègues, pas ces inconnus avec qui j'avais fait semblant de travailler pendant près d'1 an. C'est ridicule, a balbutié Michel en reculant. Nous suivions la procédure standard pour faute professionnelle. Gardez ça pour vous, a dit l'agent Rodriguez, les menottes déjà sorties. Nous en avons entendu assez grâce au micro qu'elle portait. Mes collègues me fixaient, la compréhension se lisant enfin dans leurs yeux. Je n'étais pas Anne de la comptabilité après tout. Alors qu'on notifiait à Michel ses droits de garde à vue, nos regards se sont croisés. Le sien contenait ce que j'attendais de voir depuis 11 mois. La réalisation qu'il n'était pas intouchable, le début de la justice pour 843 personnes qui n'avaient aucune idée de ce qui arrivait à leur argent. Mais ce n'était pas la fin. C'était à peine le début. Si cette histoire a retenu votre attention, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour connaître la suite. Laissez un commentaire si vous avez déjà vécu un moment au travail où tout a soudainement basculé. Maintenant, laissez-moi vous dire qui je suis vraiment et comment tout cela a commencé. Je m'appelle Elisa Hayes, et avant d'entrer dans cet immeuble il y a 11 mois avec un faux CV et un micro, j'étais une comptable spécialisée en expertise judiciaire devenue agent de la police judiciaire, experte en crimes financiers. Ce n'était pas le chemin auquel je m'attendais en obtenant mon diplôme de comptabilité. Mais la vie a sa façon de remodeler nos projets.
J'ai grandi en voyant mes grands-parents perdre leur plan d'épargne retraite au profit d'un conseiller financier de confiance qui a disparu du jour au lendemain. J'ai vu mon père, travailleur acharné, lutter pour reconstruire ce qui leur avait été volé. Ce sentiment d'impuissance m'a façonné, ancrant la détermination au plus profond de moi. Quand la série de plaintes concernant Alpine Financial Services est arrivée à notre bureau, quelque chose a réveillé ce vieux souvenir. Des centaines de gens ordinaires, des enseignants, des infirmières, des ouvriers du bâtiment, signalant des frais mystérieux et des fonds volatilisés. De petites sommes, généralement juste assez pour passer sous le radar de la plupart des gens. Personne ne volerait seulement 50 €, avait dit mon superviseur quand je lui avais signalé le problème pour la première fois. Il le ferait s'il prenait 50 € à des milliers de personnes, avais-je répliqué. 3 semaines d'enquête préliminaire ont révélé quelque chose de plus grand que ce que nous avions imaginé. Un stratagème sophistiqué ciblant des catégories spécifiques de clients, principalement des personnes âgées, des immigrés ayant des barrières linguistiques et des jeunes adultes avec leur premier compte. Des gens moins susceptibles de remettre en question l'autorité ou de comprendre les petits caractères. L'équipe était sceptique à l'idée d'envoyer quelqu'un sous couverture. Les enquêtes sur la criminalité en col blanc impliquent généralement des mandats, pas des micros. Mais les approches traditionnelles avaient échoué avec Alpine. Ils étaient trop prudents avec leurs traces écrites. Nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur. J'ai soutenu que nous avions besoin de quelqu'un capable de suivre l'argent pendant qu'il circule. Ce quelqu'un, c'était moi, Anne Wilson. Une nouvelle arrivante avec de bonnes références et un air effacé. Parfaite pour un poste de comptable de niveau intermédiaire au siège d'Alpine Financial. Se faire embaucher était la partie facile. Ce qui a suivi, ce sont des mois de travail méthodique, à gagner la confiance tout en cherchant des preuves. J'arrivais tôt, je préparais le café pour l'équipe, je me portais volontaire pour des missions supplémentaires. J'ai découvert les difficultés de Delphine avec ses traitements de fertilité et la fierté de Rachid pour les projets de foire scientifique de sa fille. Je suis devenue l'amie du bureau, moi aussi, fiable, sympathique, banale, tout en documentant secrètement le système élaboré que Michel avait conçu. C'était d'une simplicité brillante. De petits frais générés automatiquement sur certains types de comptes. Des frais administratifs appliqués puis annulés, laissant derrière eux un infime pourcentage, trop petit pour que la plupart des clients le remarquent sur leur relevé mensuel. Des arrondis systématiques en faveur de la banque. Chaque méthode rapportait des sommes modestes qui, multipliées par des milliers de comptes, produisaient des millions. L'argent transitait par un labyrinthe de transferts internes avant de disparaître dans des comptes d'investissement enregistrés au nom de sociétés écrans. Le client moyen perdant des fonds ne ferait jamais le lien entre ces déductions minuscules et les voitures de luxe sur le parking des cadres ou les primes de performance versées trimestriellement. Au 3e mois, j'avais confirmé l'existence du stratagème. Au 6e mois, j'avais identifié les acteurs clés. Au 9e mois, j'avais cartographié le circuit de l'argent. L'opération devait s'achever le mois prochain avec assez de preuves pour garantir des condamnations jusqu'à ce que Michel précipite les choses en annonçant mon enquête. Ce que je n'ai appris que plus tard, c'est qu'un balayage de sécurité de routine avait signalé mes accès en dehors des heures de bureau. Rien de concluant, juste assez pour soulever des questions. Michel, toujours protecteur de son système, a décidé d'éliminer le risque en faisant de moi un exemple. Il l'avait déjà fait. 3 employés au cours des 5 dernières années avaient été publiquement accusés de fautes professionnelles, forcés de renoncer à leur droit de contester leur licenciement et escortés vers la sortie. Le moyen idéal de supprimer les menaces, tout en envoyant un message à tous les autres. Ne posez pas de questions. Sauf que cette fois, il s'en est pris à la mauvaise personne. Après les arrestations, j'étais assise dans une salle de débriefing entourée de mes véritables coéquipiers. La chute d'adrénaline m'a laissée épuisée. « Vous avez fait du bon travail, capitaine Lefebvre », a dit l'agent Rodriguez, en faisant glisser un café sur la table. 8 mois de preuves rassemblées. 17 individus identifiés dans le réseau. Environ 12 millions d'euros détournés des comptes des clients. Les clients, ai-je demandé, quand récupèrent-ils leur argent? Le service de recouvrement des avoirs y travaille déjà. Le plus difficile sera d'identifier toutes les victimes. Certains ne s'en sont probablement jamais aperçus, comme Madame Loretta Chen, qui venait tous les mois contester son relevé, pour s'entendre dire avec condescendance qu'elle devait mal se souvenir de son solde, ou Daniel Ortiz, à qui on a fait sentir qu'il était incapable de gérer ses finances lorsqu'il a interrogé une série de frais inhabituels.
Le vieux couple qui ne pouvait pas se payer ses médicaments parce que son compte était mystérieusement à sec chaque mois. Le système comptait sur la honte et le doute de soi pour faire taire les victimes. Nous aurons besoin de votre témoignage, a poursuivi Rodriguez. Ce ne sera ni rapide, ni facile. Les crimes financiers le sont rarement. J'ai acquiescé, me préparant déjà pour la longue route qui m'attendait. Les arrestations n'étaient que le début d'une affaire qui prendrait des mois, peut-être des années, avant d'aboutir à une condamnation ferme. Ce que je n'avais pas prévu, c'était ce sentiment de vide en quittant Alpine Financial pour la dernière fois. Malgré tous les torts commis là-bas, j'y avais tissé des liens. Des liens artificiels, basés sur une fausse identité, mais des liens tout de même. J'avais vu Delphine recevoir les résultats positifs de son test de grossesse, et je l'avais fêté avec tout le bureau. J'avais aidé Rachid à trouver des idées pour le projet scientifique de ses enfants. Il n'était pas complice de la combine, il l'ignorait tout simplement. Pourtant, il s'était retourné contre moi instantanément dès que Michel m'avait pointé du doigt. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai retiré les photos de la famille d'Anne, des photos de banque d'images représentant des gens que je n'avais jamais rencontrés, et j'ai rangé sa vie dans des cartons. J'ai nettoyé le maquillage léger que je portais quotidiennement pour moins me ressembler. J'ai appelé ma propre mère pour la première fois depuis des mois, sans avoir à utiliser de langage codé. « C'est fini ?» a-t-elle demandé. « L'infiltration est terminée. Maintenant vient la partie la plus difficile. Seras-tu en danger ?» J'ai repensé au visage de Michel, au moment où on l'emmenait, au calcul froid dans ses yeux, même quand les menottes se sont refermées. Non, j'ai menti. Ce n'est plus que de la paperasse à partir de maintenant. Mais quelque chose me disait que c'était loin d'être terminé. Les hommes comme Michel ne tombent pas facilement, et je venais de participer à la chute de 10 à 7 d'entre eux d'un coup. Les préparatifs du procès ont dévoré les 3 mois suivants de ma vie. Des réunions interminables avec les procureurs, l'examen des preuves, la préparation des témoignages. L'affaire s'était étendue au-delà d'Alpine Financial, pour inclure 2 institutions partenaires impliquées dans la traçabilité de l'argent. 23 prévenus désormais, et non plus 10 à 7. J'étais redevenue Elisa Lefebvre, capitaine à la police judiciaire, mais je n'arrivais pas à me défaire du fantôme d'Anne Wilson. Parfois, je me surprenais à répondre à ce nom ou à appliquer inconsciemment les techniques de maquillage subtil que j'utilisais pour modifier mon apparence. L'identité est plus fragile que ce que la plupart des gens réalisent. 6 semaines après les arrestations, j'examinais des transcriptions quand Rodriguez a frappé à la porte de mon bureau. Juste pour que vous soyez au courant, Michel a engagé Griffin Perry. Mon estomac s'est noué. Perry était un avocat de la défense connu pour 2 choses. Ses honoraires exorbitants et sa façon impitoyable de discréditer les témoins. Il plaide le piège policier, a poursuivi Rodriguez. Et ils ont déposé des recours pour supprimer presque tout ce que nous avons collecté, arguant que l'opération d'infiltration n'était pas correctement autorisée. C'est ridicule. Nous avons suivi tous les protocoles. Bien sûr que nous l'avons fait, mais ils ont seulement besoin de créer un doute. Il a hésité. Et il y a autre chose. Il fouille dans votre passé, la situation de vos grands-parents, suggérant que vous aviez une vendetta personnelle. J'ai posé mon stylo. C'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Perry s'en fiche. Il construit un récit selon lequel vous auriez manipulé les preuves par parti pris personnel. Plus tard dans la soirée, alors que je quittais le bâtiment de la police, une berline noire s'est rangée à ma hauteur. La vitre s'est baissée pour révéler le visage familier de Rachid. « Anne, je veux dire, capitaine Lefebvre, est-ce que nous pouvons parler ?» Contre toute prudence, je suis montée. « Je ne savais pas, » a-t-il dit immédiatement. « Pour tout ça, je vous le jure, je vous crois. » Certains d'entre nous ont été interrogés. Ses mains jouaient nerveusement avec ses clés. Ils font comme si nous aurions dû savoir, comme si nous faisions tous partie du système. Qu'est-ce que vous leur avez dit? La vérité, que nous traitions ce qu'on nous donnait, que personne ne nous expliquait le système global. Il a difficilement dégluti. Ma femme pense que je pourrais être inculpée. Nous attendons un 2e bébé pour décembre. C'était le dommage collatéral des crimes financiers. Pas seulement les victimes directes, mais les témoins innocents pris dans la tourmente. Des gens comme Rachid qui traitaient des chiffres sans en comprendre la signification. Si vous avez coopéré honnêtement, vous devriez être hors de cause, l'ai-je assuré. Il y a autre chose. Sa voix a baissé d'un ton. Delphine a reçu un appel de Michel la semaine dernière, depuis la prison. Il posait des questions sur vous, sur ce à quoi vous aviez accédé, à qui vous aviez parlé. Mon pouls s'est accéléré. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien d'utile, je pense.
Mais Lefebvre, il n'est pas le seul à passer des appels. La semaine avant les arrestations, il y avait ces cadres en visite de la banque partenaire. Ils ont passé des heures en réunion fermée avec Michel. L'un d'eux n'arrête pas d'appeler le bureau, demandant des sauvegardes de serveurs et l'accès aux archives. J'ai remercié Rachid pour l'information et lui ai recommandé de parler directement à l'équipe du procureur. Alors qu'il s'éloignait, j'ai appelé Rodriguez. Nous devons vérifier les partenaires externes d'Alpine. Ils commencent à stresser. 2 jours plus tard, un témoin clé, l'ancien directeur informatique d'Alpine, qui avait accepté de témoigner sur la façon dont le système de frais avait été programmé, a été retrouvé inconscient chez lui. Une intoxication au monoxyde de carbone due à un chauffage défectueux. Il a survécu mais souffrait de troubles de la mémoire, affectant ses souvenirs de détails techniques spécifiques. Une simple coïncidence, a déclaré la police locale, mais le parquet n'était pas d'accord et a placé 3 autres témoins sous protection. J'ai reçu des protocoles de sécurité supplémentaires, incluant un déménagement temporaire dans un autre appartement. Ils sont désespérés, m'a rassuré Rodriguez. Cela signifie que notre dossier est solide. Mais le doute avait pris racine. Notre opération méticuleuse était assiégée de toutes parts. Contestation juridique, intimidation de témoins, fuite dans les médias remettant en cause l'intégrité de l'enquête. Le coup le plus dur est survenu lors de l'audience préliminaire. Perry avait réussi à obtenir des courriels internes entre mon superviseur et moi, datant d'avant l'opération. Des courriels discutant de mon intérêt personnel pour l'affaire. Capitaine Lefebvre. Perry s'adressait à moi à la barre. Diriez-vous que votre jugement concernant Alpine Financial était impartial et sans préjugés? Oui. Il a produit les courriels. Alors pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez écrit, et je cite, « J'ai déjà vu ce schéma auparavant. Il a détruit ma famille. Je ne laisserai pas cela arriver à d'autres. » Le juge a autorisé cette ligne de questionnement malgré les objections de l'accusation. Vous avez créé une fiction élaborée pour infiltrer Alpine, a poursuivi Perry. Vous avez vécu en tant qu'Anne Wilson pendant près d'1 an. N'est-il pas possible que votre désir de justice, ou être de vengeance pour vos grands-parents, ait coloré votre interprétation d'opérations financières de routine? Non. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Des preuves que vous avez collectées de manière sélective, tout en opérant sous une fausse identité. Au moment où j'ai quitté la barre, le mal était fait. La défense m'avait peinte comme une justicière menant une vendetta personnelle, et non comme une professionnelle suivant les preuves. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. L'affaire n'était pas perdue. La trace écrite des transactions financières restait accablante, mais ma crédibilité avait été sapée. D'une manière ou d'une autre, Perry avait accédé à des courriels qui auraient dû rester confidentiels. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu. Parking niveau 3, berline bleue, 10 minutes. Venez seul. Tous les protocoles d'entraînement mettaient en garde contre de telles rencontres, mais quelque chose me disait que c'était important. J'ai glissé mon arme de service dans ma veste et j'ai pris l'ascenseur. Le parking était sombre et étrangement silencieux. La berline bleue était garée dans un coin, moteur éteint. À mon approche, la portière conducteur s'est ouverte. Delphine est sortie, ne ressemblant en rien à la collègue amicale que j'avais connue. Son visage était tiré, ses yeux balayaient constamment les alentours. « Je ne devrais pas être ici », a-t-elle dit sans me saluer. Mais je n'arrive pas à dormir. Je revois sans cesse le visage de Madame Reynolds, la vieille dame qui est venue en pleurant l'année dernière parce qu'il manquait de l'argent sur son compte pour la 3e fois. Michel m'a demandé de lui dire qu'elle devait faire une confusion. Je l'ai cru. Sa voix s'est brisée. Elle est morte 2 mois plus tard. Son fils est venu pour clôturer son compte et a mentionné qu'elle avait arrêté de prendre ses médicaments pour le cœur parce qu'elle pensait ne plus avoir les moyens. Je suis restée silencieuse, la laissant continuer. Après votre arrestation, enfin, après qu'ils ont essayé de vous renvoyer, j'ai commencé à regarder de plus près les comptes que je gérais, les schémas que vous avez dû voir. Elle m'a tendu une clé USB. C'était censé être détruit pendant la mise à jour du système la semaine dernière. C'est la directive de programmation originale pour la structure des frais, avec les annotations de Michel. Et ceci, elle m'a passé un bloc-notes juridique. Ce sont les dates et heures des appels que Michel a passés depuis sa détention, dont 3 à un certain Jérôme chez Westward Partners. Westward Partners était la société d'investissement que nous soupçonnions de blanchir les bénéfices, mais sans pouvoir prouver de lien direct. Pourquoi me donnez-vous ça? Parce que j'ai traité les documents quand Madame Reynolds a fermé son compte courant pour payer les funérailles de son mari il y a 4 ans. J'ai aidé à mettre en place les prélèvements automatiques pour ses factures, y compris ses ordonnances. Je faisais partie du système qui l'a tué.
Sa voix s'est durcie. Et parce qu'hier, quelqu'un a laissé une photo de ma maison sur le pare-brise de ma voiture. Aucun message, juste la photo. Après le départ de Delphine, j'ai immédiatement apporté les documents à Rodriguez. La clé USB contenait exactement ce dont nous avions besoin. Des preuves directes liant Michel à la création délibérée du système de frais frauduleux, avec des notes calculant les revenus attendus. Cela change tout, a dit Rodriguez. Et nous devons mettre Delphine sous protection immédiatement. Mais quand nous avons envoyé des agents à son domicile, elle avait disparu. Sac prêt, téléphone laissé derrière elle. Son mari a dit qu'elle avait reçu un appel et était partie immédiatement, en lui disant d'emmener leur fille chez sa mère, à la campagne. Le lendemain matin, l'avocat a retiré plusieurs requêtes clés du dossier. Dès l'après-midi, 3 accusés avaient contacté le parquet pour proposer des accords de coopération. Ils se dévorent entre eux, a dit Rodriguez. C'est la réaction classique quand les preuves deviennent accablantes. On les tient. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti l'affaire se consolider à nouveau. La confiance de l'accusation grandissait à chaque nouvel accord de coopération. Même le juge semblait de plus en plus sceptique face aux arguments de la défense. Puis, la voiture de Delphine a été retrouvée près d'une gare routière à 80 km de là. Pas d'image de vidéosurveillance, pas de billet de bus acheté à son nom, aucun signe indiquant où elle était partie, juste son véhicule vide, avec une pile de relevés de compte clients dans le coffre. Chaque page était annotée, avec des surlignages et des post-it identifiant des schémas de frais inhabituels. C'étaient des preuves supplémentaires pour notre dossier, mais à quel prix? Ce soir-là, alors que j'examinais ces nouveaux documents, l'interphone de mon appartement a sonné, le service de sécurité a vérifié l'identité du visiteur. Un coursier avec une lettre recommandée nécessitant une signature. L'enveloppe contenait une seule feuille de papier avec une adresse dans une zone industrielle en périphérie de Lyon. La date du lendemain et 1 heure, 21 heures. Pas de signature, aucune explication. Mon instinct me hurlait que c'était un piège. J'ai appelé Rodriguez. Absolument pas, a-t-il dit après mes explications. Nous enverrons une équipe de surveillance, mais tu ne t'approches pas de cette adresse. J'ai accepté, mais la précision de la note me perturbait. L'écriture me semblait familière. À 20h30 le lendemain soir, Rodriguez m'a appelé. La surveillance indiquait un entrepôt abandonné. Aucune activité, aucun signe d'entrée récente. À 20h45, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Le temps presse. Jérôme C. pour Lefebvre, pas seulement pour Anne. Mon vrai nom n'avait pas été rendu public. Le lien entre Elisa Lefebvre et Anne Wilson n'était connu que de l'équipe d'enquête et des accusés, et apparemment de celui ou celle qui avait envoyé ce message. À 20h55, contre les ordres directs et mon propre bon sens, j'ai quitté mon appartement par l'entrée de service, échappant à mon équipe de sécurité. J'ai pris un taxi jusqu'à 3 pâtés de maison de l'adresse, puis j'ai approché à pied, mon arme de service à la main. L'entrepôt paraissait exactement comme décrit, sombre, abandonné, sans aucun signe de vie. J'ai fait une fois le tour du périmètre, avant de m'approcher d'une porte latérale restée entr'ouverte. À l'intérieur, des éclairages de secours jetaient une faible lueur sur un hangar vide. Une seule chaise trônait au centre avec une enveloppe Kraft posée dessus. J'ai inspecté chaque recoin de l'espace avant de m'approcher de la chaise. L'enveloppe contenait une clé USB et un mot écrit à la main. Les liens entre les comptes que vous ne trouviez pas, fuyez. Je venais à peine de lire le dernier mot quand j'ai entendu le clic mécanique d'une porte qui se verrouille, suivi du sifflement indéniable d'un gaz. Je me suis précipitée vers la sortie, me sentant déjà étourdie. La porte ne bougeait pas. Alors que je perdais conscience, j'ai entendu des sirènes au loin. Puis, plus rien. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital avec Rodriguez debout près de moi, son expression oscillant entre le soulagement et la fureur. Tu as désobéi à des ordres directs. Les preuves n'auraient servi à rien si tu étais morte. Il s'est un peu adouci, mais il s'avère qu'elles sont incroyablement précieuses. La clé USB contient la feuille de route complète de la façon dont Alpine, Westward Partners et Pinnacle Trust ont déplacé les fonds volés. Les numéros de compte, les dates de transaction, tout ce que nous ne trouvions pas, qui l'a laissé. Nous ne le savons pas, mais ils ont aussi appelé les secours pour signaler une fuite de gaz dans l'entrepôt. C'est la seule raison pour laquelle tu es en vie. Pendant ma convalescence, le dossier contre Michel et ses associés se renforçait chaque jour. De nouveaux témoins se manifestaient, enhardis par l'accumulation de preuves. D'anciens employés ont révélé comment ils avaient été cloisonnés, chacun ne voyant que des morceaux de la combine sans en comprendre l'ensemble.
Mais des questions demeuraient. Qui avait essayé de me tuer? Qui m'avait sauvé? Et où était Delphine? 3 jours avant le début prévu du procès, Jerome Wilcox, le PDG de Westward Partners, et point d'arrivée présumé de la piste de l'argent, a été retrouvé mort dans sa maison de vacances. Un suicide apparent, avec une lettre dactylographiée avouant avoir eu connaissance de la fraude. Trop propre, trop pratique, et bien trop suspect vu le calendrier. L'équipe du parquet a travaillé toute la nuit pour réévaluer la stratégie. Avec Wilcox mort, certaines chaînes de preuves étaient compromises. Son suicide opportun avait coupé court à la piste menant potentiellement à des acteurs plus importants. J'examinais le dossier mis à jour quand le téléphone de mon bureau a sonné. Capitaine Lefebvre. La voix était déformée, méconnaissable. Le jeu n'est pas fini. Demain, vérifiez à nouveau la liste des témoins. Avant que je puisse répondre, on a raccroché. Le lendemain matin, un amendement à la liste des témoins de la défense est arrivé. Delphine Miller, ancienne employée d'Alpine, était désormais prête à témoigner que les activités de compte inhabituelles étaient des pratiques courantes dans le secteur et non une fraude. La femme qui avait fourni des preuves cruciales contre Michel apparaissait maintenant comme témoin de la défense. L'équipe du parquet s'est démenée pour comprendre ce revirement. Delphine, qui avait tout risqué pour dénoncer Alpine, était maintenant sur la liste de la défense. La femme qui m'avait montré des relevés de compte avec des schémas de fraude surlignés allait soudainement affirmer qu'il s'agissait de procédures normales. Ça n'a aucun sens, j'ai dit à Rodriguez. Elle était terrifiée par ces gens. Elle a reçu des menaces. Les gens changent de camp quand ils ont assez peur, a-t-il répondu. Mais je pouvais voir le doute dans ses yeux aussi. Ou quand on les paie assez. La procureure en chef, Vivien, a été plus directe. Si elle contredit ses preuves précédentes, notre dossier perd toute crédibilité. La défense va dépeindre tous nos témoins comme peu fiables. Nous avons passé des heures à élaborer une stratégie pour contrer le témoignage potentiel de Delphine, mais sans savoir ce qu'elle prévoyait de dire, nous tirions à l'aveugle. Ce soir-là, l'interphone de mon appartement a de nouveau sonné. La sécurité a signalé une autre livraison par coursier. Celle-ci contenait une carte magnétique d'hôtel avec un numéro de chambre écrit sur l'étui. 714. J'ai reconnu le logo. Un hôtel de milieu de gamme à environ 15 minutes de chez moi. Contre tout protocole, mais en prévenant Rodriguez cette fois, j'y suis allée. La chambre 714 était vide quand je suis entrée, arme au poing. La télévision était allumée, diffusant les informations locales sur le procès à venir. Sur le lit se trouvait un téléphone jetable qui s'est mis à sonner au moment où je suis entrée. « Tu es venue seule ?» Une voix que j'ai reconnue immédiatement malgré la distorsion électronique. « Oui. Où es-tu, Delphine ? Ce n'est pas important. Écoute attentivement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Demain au tribunal, je veux que tu me poses une question sur le protocole de révision de compte 16. C'est quoi? Quelque chose qui n'existe pas. Quand j'hésiterai, insiste. Demande si cela faisait partie de la vérification de conformité trimestrielle. Delphine, que se passe-t-il? Es-tu en sécurité? Non, aucun de nous ne l'est. Ils tiennent ma fille, Elisa. Sa voix s'est brisée. C'était la première fois que je l'entendais utiliser mon vrai nom. Ils surveillent son école maternelle depuis des semaines. Hier, ils m'ont envoyé une photo d'elle dans la cour de récréation avec un homme debout à proximité. Leur message était clair. Nous pouvons vous protéger toutes les deux. Non, ils ont des gens partout. La seule façon de s'en sortir est de suivre leur scénario demain, puis de les détruire de l'intérieur. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Je dois y aller. Souviens-toi, protocole 6. Fais comme si tu t'attendais à ce que je sois au courant. L'appel a pris fin avant que je ne puisse demander quoi que ce soit d'autre. De retour à mon appartement, j'ai hésité à partager ce nouveau développement avec l'équipe du parquet. Si Delphine était sous la contrainte, nous devions intervenir. Mais si révéler ce contact mettait sa fille en danger, j'ai opté pour un compromis en informant Rodriguez de la rencontre, mais en précisant seulement que Delphine semblait agir sous la menace et qu'elle n'aidait peu, être pas la défense de son plein gré. Nous devrions demander un report, a-t-il suggéré. Non, elle a été claire, nous devons continuer, mais prudemment. Le lendemain matin, une tension palpable régnait dans la salle d'audience. Les médias remplissaient les bancs du public, attirés par ces crimes financiers de haut vol et le drame d'une opération d'infiltration. Les accusés étaient assis en rang, Michel au centre, impeccablement vêtu malgré des mois de détention, flanqué de ses co-conspirateurs. Quand Delphine est entrée, je l'ai à peine reconnue. La mère de famille chaleureuse et un peu fatiguée que j'avais connue avait disparu.
Cette femme se déplaçait avec une précision rigide, le visage vide, les yeux ne se fixant jamais sur un point précis de la salle. L'avocat de la défense l'a appelée à la barre en premier. « Madame Miller, vous avez travaillé chez Alpine Financial pendant 7 ans, c'est bien cela? » « Oui. » « Et pendant cette période, vous avez traité des milliers de comptes clients? » « Oui. » « Selon votre avis professionnel, les structures de frais chez Alpine étaient-elles inhabituelles ou hors des normes du secteur? » Delphine a hésité une fraction de seconde. Non, elles étaient conformes aux pratiques courantes. Pendant 40 minutes, elle a systématiquement sapé notre dossier, décrivant le système de frais comme transparent et approprié, affirmant que toute irrégularité provenait d'une incompréhension des clients ou de l'imitation du système. À chaque réponse, le dossier de l'accusation semblait s'affaiblir. Quand le contre-interrogatoire a commencé, Vivien a débuté par des questions de base, établissant le rôle et les responsabilités de Delphine. Puis elle m'a fait un signe de tête discret. C'était mon signal. Je lui ai glissé une note avec ma question. Elle l'a lue, a légèrement froncé les sourcils, mais a continué. « Mademoiselle Miller, j'aimerais vous interroger sur le protocole de révision des comptes numéro 16. Vous étiez responsable de sa mise en œuvre, n'est-ce pas? » Le calme de Delphine s'est brisé, exactement comme elle l'avait prédit. Elle a hésité. « Je ne connais pas ce protocole. Vraiment? Cela faisait pourtant partie du contrôle de conformité trimestriel que vous supervisiez. Non, je. » Elle a jeté un coup d'œil vers la table de la défense, où Michel l'observait attentivement. « Il n'y avait pas de tel protocole. En êtes-vous certaine? Parce que nous avons des documents qui suggèrent le contraire. » Les yeux de Delphine se sont tournés vers le public, puis sont revenus vers Vivien. « Puis-je voir ces documents? » Alors que Vivien s'approchait avec une pochette cartonnée contenant des feuilles blanches, un simple bluff, la main de Delphine a légèrement tremblé en la saisissant. « Pour le procès-verbal, » a dit Vivien, « ce document décrit un processus de révision systématique pour les comptes signalés pour des applications de frais inhabituels. Un processus que vous avez personnellement géré. » Delphine a étudié le dossier vide, puis a levé les yeux. Quelque chose avait changé dans son expression. Une détermination que je n'avais pas encore vue. « Il n'y avait pas de protocole 16, » a-t-elle dit clairement. Mais il y avait un autre système, un système que M. Mitchell exigeait que certains employés mettent en œuvre sans aucune trace écrite. L'avocat de la défense s'est levé d'un bond. « Objection. Cela dépasse le cadre de la question. » Monsieur le juge, a répliqué Vivien, le témoin clarifie sa réponse concernant les procédures de révision des comptes. Le juge a autorisé Delphine à poursuivre. Ce qui a suivi a été 2 heures de témoignage accablant. Delphine a méthodiquement exposé l'ensemble du système de fraude, produisant des notes manuscrites qu'elle avait cachées aux 2 parties. Elle a expliqué comment Michel avait cloisonné l'opération, s'assurant qu'aucun employé ne voit l'image complète, et comment les menaces et les primes manipulatrices maintenaient les interrogations au minimum. « Et pourquoi partagez-vous cela maintenant ?» a demandé Vivien. « Parce que ma fille mérite de voir à quoi ressemble l'honnêteté, même quand c'est terrifiant. » L'avocat de la défense a tenté de limiter les dégâts lors du réinterrogatoire, suggérant que Delphine mentait pour éviter elle-même les poursuites, mais les registres détaillés qu'elle avait secrètement tenus se sont révélés impossibles à discréditer. À la suspension de l'audience, Delphine a immédiatement été placée sous protection judiciaire avec sa famille. L'équipe de l'accusation était euphorique. « C'était magistral », m'a dit Vivien. « Comment saviez-vous qu'il fallait poser une question sur un protocole inexistant? Juste de l'intuition, ai-je menti. » Mais notre victoire fut de courte durée. Ce soir-là, un haut responsable du ministère de la Justice a demandé une réunion urgente avec notre équipe. Il est arrivé avec 2 officiers de la procédure disciplinaire. « Nous avons un problème », a-t-il annoncé sans préambule. L'avocat de la défense a déposé une requête alléguant une altération des preuves et une subornation de témoins. « C'est absurde », a protesté Rodriguez. « Peut être, mais ils ont les images de vidéosurveillance de l'hôtel montrant le capitaine Lefebvre rencontrant Delphine Miller hier soir, alors que mademoiselle Miller figurait sur la liste des témoins de la défense. Tous les regards dans la pièce se sont tournés vers moi. « Capitaine Lefebvre », a dit l'officier de la procédure disciplinaire, « avez-vous rencontré le témoin de l'accusation Delphine Miller sans en informer le tribunal ou la défense? Le piège était élégant. Si j'avouais la rencontre, je pourrais être écarté de l'affaire pour subornation de témoins. Si je niais, les preuves vidéo me discréditeraient entièrement. Mademoiselle Miller m'a contacté, ai-je dit prudemment. Elle a indiqué qu'elle subissait des pressions et que son témoignage était extorqué par des menaces envers son enfant.
Et vous n'avez pas signalé cela immédiatement parce qu'elle m'a spécifiquement prévenu qu'une intervention officielle mettrait sa fille en danger. Le haut responsable a soupiré. La défense demande l'annulation de toutes les preuves recueillies lors de votre opération d'infiltration, affirmant qu'elles sont potentiellement corrompues par votre conduite. C'est ridicule. Les dossiers financiers se suffisent à eux-mêmes. Peut-être, mais le juge a ordonné une audience sur la question demain matin. D'ici là, vous êtes suspendu de toutes les activités liées à l'affaire. Après leur départ, Rodriguez est resté. C'était coordonné, a-t-il dit doucement. Quelqu'un a informé la défense de votre rencontre. Quelqu'un ayant accès au système de sécurité de cet hôtel. Le même quelqu'un qui m'avait laissé la carte magnétique. J'ai réalisé que tout cela n'était qu'un coup monté. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Notre dossier, apparemment solide, s'effondrait. Quelqu'un avait orchestré un piège élaboré, utilisant l'inquiétude sincère de Delphine pour sa fille pour nous manipuler toutes les deux vers une rencontre compromettante, puis utilisant cette rencontre pour contester l'ensemble de l'enquête. Le lendemain matin, j'étais assise au fond de la salle d'audience, pendant que le juge écoutait les arguments concernant ma conduite. La défense m'a dépeinte comme un agent incontrôlable, obsédé par la chute d'Alpine à tout prix, prête à manipuler les témoins et à fabriquer des preuves. Quand l'accusation a présenté le récit de Delphine sur les menaces subies, la défense a répliqué avec des relevés téléphoniques montrant qu'elle avait initié le contact avec moi, et non l'inverse. Le juge semblait troublé. Bien que je sois sensible aux préoccupations concernant la sécurité des témoins, des protocoles appropriés existent pour de telles situations. Le capitaine Lefebvre a délibérément contourné ces protocoles. Mon cœur s'est serré alors qu'il continuait. Cependant, le remède extrême consistant à exclure toutes les preuves recueillies lors de l'opération d'infiltration semble disproportionné, compte tenu notamment des preuves documentaires substantielles corroborant le stratagème présumé. L'avocat de la défense a insisté. Monsieur le juge, si l'enquête a été corrompue dès le début par la vendetta personnelle du capitaine. Ma décision, a interrompu le juge, est que le capitaine Lefebvre sera écarté de toute participation ultérieure à cette affaire, et le jury recevra l'instruction d'examiner son témoignage avec la prudence appropriée. Cependant, les dossiers financiers et autres preuves documentaires restent recevables, tout comme les témoignages des autres témoins. Un compromis qui a entaché ma réputation professionnelle, mais a préservé l'essentiel de notre dossier. À la fin de l'audience, j'ai remarqué Michel qui me regardait avec un léger sourire. Ce n'était pas du triomphe, c'était quelque chose de plus calculateur. À la sortie du tribunal, Rodriguez m'a rattrapé. Ce n'est pas idéal, mais nous avons toujours un dossier solide. Le témoignage de Delphine hier était convaincant, et les documents financiers parlent d'eux-mêmes. Quelque chose ne va pas. Je lui ai dit. Cela ressemble à une manœuvre de diversion. Ils ont sacrifié une stratégie juridique qui avait peu de chances de réussir de toute façon, juste pour m'écarter de l'affaire. Peut-être pense-t-il que sans vous, nous allons rater quelque chose. Ou peut-être veulent-ils m'isoler de l'équipe. Le téléphone de Rodriguez a vibré. Il a vérifié le message, son expression s'assombrissant. Nous venons d'apprendre que le site sécurisé où nous conservons les serveurs de preuves a été infiltré hier soir. Rien ne semble avoir disparu, mais le système a été hors ligne pendant 20 minutes. Assez longtemps pour implanter quelque chose ou modifier les registres, ai-je dit. C'est de cela qu'il s'agit. Ils avaient besoin que je sois discrédité avant que ce qu'ils ont implanté ne soit découvert. Pendant la semaine suivante, j'ai été mise sur la touche, officiellement suspendue en attendant révision, avec interdiction d'accéder aux documents de l'affaire ou de contacter l'équipe de l'accusation. J'ai suivi la couverture médiatique du procès depuis mon appartement. Frustrée par mon incapacité à aider, j'ai vu l'affaire avancer sans moi, mais quelque chose semblait clocher dans les rapports. L'accusation semblait lutter avec des preuves techniques qui étaient pourtant solides auparavant. Les témoins semblaient confus par des questions sur des transactions spécifiques qui avaient été clairement documentées. Au 8e jour du procès, Rodriguez a défié les ordres et est venu chez moi. Ils ont modifié les données du serveur. Il a confirmé des changements subtils dans les dates et les montants, juste assez pour créer des incohérences avec les témoignages et rendre nos preuves peu fiables. Ne pouvons-nous pas prouver la manipulation? Nous essayons, mais ils ont été habiles. Les modifications correspondent à la sauvegarde du serveur que nous gardions dans un centre séparé. Les deux ensembles de preuves ont été compromis. Nous étions si concentrés sur notre conversation que nous avons raté les premiers signes discrets, la légère odeur,
le faible changement de pression lorsque le système de ventilation s'est activé. Au moment où Rodriguez a remarqué que sa respiration devenait laborieuse, la pièce se remplissait déjà d'un gaz incolore. « Dehors !» a-t-il haleté, en titubant vers la porte. Nous avons à peine atteint le couloir avant de nous effondrer. Ma dernière pensée consciente fut de réaliser que j'avais eu raison. Il voulait m'isoler, non pas pour m'écarter de l'enquête, mais pour m'éliminer définitivement. Je repris connaissance en sursaut, les poumons brûlés par une bouffée d'oxygène, le hurlement des sirènes d'urgence résonnant dans mes oreilles. Des secouristes s'affairaient au-dessus de moi, leur voix me parvenant en écho, comme du fond d'un puits. Rodriguez était allongé sur un brancard à côté de moi, un masque à oxygène dissimulant la majeure partie de son visage. Officier à terre. « Nous avons besoin d'un transport immédiat !» cria quelqu'un. Ma vision se brouilla alors qu'on nous chargeait dans des ambulances séparées. Le dernier souvenir que j'eus fut celui d'un infirmier me disant « Restez avec nous, capitaine. » Tout va bien se passer. Je me réveillai de nouveau dans une chambre d'hôpital, des gardes armés postés devant ma porte. Rodriguez était assis sur une chaise près de la fenêtre, le visage livide mais l'air alerte. « Combien de temps ?» demandai-je d'une voix rauque. 18 heures. Le vigile de l'immeuble nous a trouvés dans le couloir. Quelques minutes de plus. Et il ne finit pas sa phrase. Qu'est-ce que c'était ? Du cyanure d'hydrogène, de qualité professionnelle, diffusé par votre système de ventilation. Il se pencha vers moi. Lefebvre, ça remonte plus haut que Michel, bien plus haut. Une femme médecin nous interrompit pour vérifier mes constantes et nous expliquer que nous avions eu une chance incroyable. La concentration de gaz avait été légèrement mal calculée et notre sortie rapide dans le couloir nous avait sauvés. Lorsqu'elle partit, Rodriguez reprit à voix basse. La tentative d'assassinat contre vous a déclenché des protocoles que même moi, je ne peux pas annuler. On vous transfère dans un lieu sécurisé cet après-midi. Nouvelle identité, isolement total, jusqu'à la fin du procès. Ils sont en train de gagner, murmurai-je. D'abord, ils me discréditent. Ensuite, ils corrompent les preuves. Maintenant, ils vont me faire disparaître pendant que l'affaire s'effondre. Pas si nous changeons les règles du jeu. Rodriguez me tendit son téléphone personnel. Vous avez 15 minutes avant que l'escorte de protection n'arrive pour votre transfert. Faites en sorte qu'elle compte. J'appelais la seule personne qui pouvait encore m'aider. Vivien, la procureure principale. Je ne devrais pas vous parler, répondit-elle. Votre implication compromet l'affaire. Écoutez d'abord, décidez ensuite, dis-je en expliquant ce qui s'était passé et nos soupçons sur une implication à plus haut niveau. Même si vous avez raison, répliqua-t-elle, les preuves ont été corrompues. La défense démantèle systématiquement notre chronologie des transactions. Et s'il y avait une autre source de registre, une source à laquelle ils n'ont pas pu accéder, comme quoi? Ils ont infiltré nos installations sécurisées ainsi que les sauvegardes réglementaires. Durant mon infiltration, j'ai découvert que le système d'Alpine transmettait automatiquement les données de transactions quotidiennes à la Banque de France pour la conformité réglementaire de routine. Ces sauvegardes ne faisaient pas partie de notre dossier, car elles ne contenaient que des résumés, pas les registres détaillés nécessaires pour prouver la fraude, mais elles pourraient montrer des incohérences avec les preuves altérées. Ces dossiers sont sous scellé administratif, souligna Vivien. Il nous faudrait une autorisation spéciale du Conseil de la Banque de France, ce qui prendrait des semaines. Ce que nous n'avons pas, reconnus-je. Mais il y a quelqu'un qui pourrait nous aider à contourner cela. L'assistante de Jérôme, Jérôme Wilcox. Il est mort et opportunément réduit au silence. Mais son assistante de direction, Penny, gérait toutes ses communications avec la Banque de France. Elle connaît le système, et elle n'est visée par aucune accusation. En quoi cela nous aide-t-il ? Parce que Penny a démissionné 3 jours avant le suicide de Jérôme. Elle a renoncé à un salaire à 6 chiffres sans explication. Après avoir raccroché, je me tournai vers Rodriguez. J'ai besoin de plus de temps avant mon transfert. Je peux vous donner peu, être 2 heures. Après ça, je n'y pourrai plus rien. 2 heures pour sauver une affaire qui avait consumé 1 an de ma vie et qui visait à rendre justice à des centaines de victimes. 2 heures avant que je ne disparaisse dans le programme de protection des témoins pendant que les véritables cerveaux repartaient libres. Rodriguez s'arrangea pour que je sois déplacé dans une salle de conférence sous prétexte d'un dernier compte-rendu d'enquête. Là, avec un ordinateur portable emprunté et ses identifiants, je commençais à chercher Penny Atkins. Elle n'était pas sur les réseaux sociaux, aucun changement d'adresse récent ni d'immatriculation de véhicule. Elle s'était effectivement volatilisée.
Une femme possédant des connaissances internes sur une fraude financière massive disparaissant juste avant la mort suspecte de son patron. À moins qu'elle n'ait pas disparu du tout. Peut-être était-elle simplement retournée à ses racines. Je trouvai l'avis de décès de sa mère datant de 3 ans. Parmi les proches cités figurait sa fille Pénélope Patrick Atkins de Lyon, anciennement Pénélope Harrison de Villefranche. Villefranche, une petite ville où elle avait grandi, où des gens pourraient encore la connaître. J'appelai la bibliothèque municipale de Villefranche, prétendant vérifier des informations pour une réunion d'anciens élèves. La bibliothécaire, très aimable, me confirma que Penny Harrison était bien revenue en ville récemment, rachetant sa maison d'enfance sur la rue des Ormes. Avec l'aide de Rodriguez, je localisai le commissariat local et, utilisant son autorité, je demandai une vérification de bien-être. Nous avons des raisons de croire qu'elle détient des preuves pertinentes pour une enquête de la DCPG en cours et qu'elle pourrait être en danger. 90 minutes plus tard, le chef de la police de Villefranche me rappela. Madame Harrison semble aller bien, mais elle était assez effrayée par notre visite. Elle a dit qu'elle s'attendait à des ennuis. Quand nous avons mentionné la DCPJ, elle a demandé spécifiquement si c'était au sujet du capitaine Lefebvre. Mon pouls s'accéléra. A-t-elle laissé un message? Ah, juste ceci. Il lut une suite de chiffres qui n'avaient aucun sens pour moi. Je le remerciai et raccrochai, fixant les numéros que j'avais griffonnés. Pas un numéro de téléphone, pas des coordonnées, rien de ce genre. Attendez. Je l'ai réorganisé sous un format de date, suivi de ce qui pourrait être une heure. 17 septembre 2014, 15h42 et 7 secondes. 17 septembre 2014, murmurai-je. Pourquoi enverrait-elle une date et une heure précises datant de 8 ans? Rodriguez étudia les chiffres. C'est bien avant le début de votre enquête. Peut être une date de transaction importante. Je secouai la tête, puis je me souvins soudainement de quelque chose que Penny avait mentionné pendant mon infiltration. Elle travaillait chez Alpine depuis 12 ans, plus longtemps que n'importe qui à part l'équipe de direction. Elle s'était plainte un jour de la migration du système qu'ils avaient effectuée en 2014 et qui avait nécessité de ressaisir manuellement des milliers de comptes. Ce n'est pas une date de transaction. Je réalisais que c'était un horodatage système. Elle nous dit qu'en regardait dans les sauvegardes de la Banque de France. Rodriguez passa un appel à un collègue de la brigade financière qui lui devait une faveur. 20 minutes plus tard, nous avions les fichiers de sauvegarde réglementaire de cette date précise, montrant l'état complet des comptes d'Alpine avant et après la migration du système. L'horodatage fourni par Penny marquait le moment exact où un nouveau protocole d'ajustement administratif avait été activé dans le système, le fondement même de tout le système de fraude. Le protocole qui finirait par voler des centaines d'innocents. Et là, dans le journal des autorisations, se trouvait un nom que je ne reconnus pas, Lawrence Keller, identifié comme président du conseil d'administration. Keller n'est pas sur notre liste d'inculpés, dis-je à Rodriguez. Il n'est même pas mentionné dans nos dossiers. C'est parce qu'il a quitté le conseil d'administration d'Alpine il y a 5 ans, répondit Rodriguez, déjà en train de taper sur son clavier. Il a été nommé à un poste à la commission bancaire. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent soudainement. Keller avait conçu le système frauduleux, puis s'était positionné au sein de l'organisme de régulation qui supervise de tels délits. Il pouvait protéger le système de l'intérieur, avertissant Alpine des enquêtes et les aidant à garder une longueur d'avance sur les autorités. Cela expliquait comment la défense était au courant de ma rencontre avec Delphine, comment ils avaient accédé à nos serveurs de preuves sécurisés, et même comment ils savaient où j'habitais. Keller avait un accès privilégié à tout, détails de l'enquête, dispositifs de sécurité des témoins, stockage des preuves. Cela dépasse largement Alpine, dit Rodriguez d'un ton sombre. Si Keller est impliqué, cela pourrait compromettre la moitié de la commission bancaire. L'escorte de protection arriva pour me transférer, mettant fin à nos recherches. Alors qu'il m'emmenait, Rodriguez me promit « Je vais porter ça à des personnes en qui nous pouvons avoir confiance. » Ce n'est pas fini. Pendant les 2 semaines suivantes, je vécus dans une planque sous une nouvelle identité. Sans accès aux nouvelles ni aux mises à jour de l'affaire, mes agents de liaison refusaient de discuter du procès ou de l'endroit où se trouvait Rodriguez. J'existais dans un vide informationnel, imaginant le pire. Notre dossier s'effondrant. Michel et ses associés repartant libres. Keller continuant ses opérations au sein de la commission. Puis, un matin, mon agent de liaison principal entra avec un téléphone jetable. 5 minutes, dit-il en me le tendant. Pas une seconde de plus. Je décrochai immédiatement. Rodriguez? Pas tout à fait. La voix appartenait à Vivien.
Mais il vous transmet ses amitiés depuis le palais de justice, où Michel et 14 autres prévenus viennent d'accepter des accords de plaider coupables. Quoi? Quand? Ce matin? Coopération totale, en échange de réduction de peine. Qu'est-ce qui a changé, vous? Répondit-elle. Ou plutôt, ce que vous avez commencé. Ces sauvegardes réglementaires n'étaient que le début. Une fois que nous avons su qu'il fallait surveiller Keller, nous avons découvert ses liens avec 5 autres institutions financières qui utilisaient des montages similaires. Rodriguez a personnellement porté l'affaire devant le directeur de la police judiciaire, la DCPJ, en contournant les canaux habituels que Keller aurait pu surveiller. J'ai senti ma gorge se nouer. Keller a été arrêté hier, ainsi que 3 autres responsables de la commission. Ils font face à des accusations de corruption, en plus des chefs d'inculpation pour fraude. Elle a marqué une pause. Il y a autre chose. Le juge a réexaminé votre suspension à la lumière de la tentative d'attentat contre vous et de l'implication de Keller. Vous avez été pleinement réintégré avec les félicitations du service. Après avoir raccroché, je suis resté immobile, assimilant la nouvelle. La justice suivait son cours, mais pas par mon action directe. J'avais été mis sur la touche pour le grand final. Ou du moins, c'est ce que je pensais. 3 jours plus tard, j'ai enfin été rappelé au ministère de la Justice. Rodriguez m'a accueilli dans la salle de conférence et a fait glisser un dossier épais sur la table. J'ai pensé que vous aimeriez voir ça avant la conférence de presse. À l'intérieur se trouvait le résumé complet de l'affaire, tous les accords de plaidoyer, les dépositions, les rapports de saisie d'avoirs et les plans d'indemnisation des victimes. Mais il manquait quelque chose. Où sont les preuves concernant Keller? Les sauvegardes réglementaires? Rodriguez a souri. C'est ça, le plus beau. Nous n'avons jamais eu besoin de les utiliser. Quoi? Alors comment avez-vous obtenu les aveux? Pour toute réponse, il m'a tendu une clé USB. Le lendemain de votre évacuation vers la planque, chaque membre du conseil d'administration, chaque cadre supérieur et chaque investisseur majeur d'Alpine Financial a reçu ce fichier vidéo. Il a branché la clé sur un ordinateur et a lancé la lecture. À l'écran est apparue Penelope Atkins, l'ancienne assistante de Jérôme, assise dans ce qui ressemblait à une cuisine de province. Je m'appelle Penelope Harrison, ancienne assistante de direction de Jerome Wilcox chez Westwood Partners, a-t-elle commencé. Pendant 8 ans, j'ai été témoin et j'ai facilité malgré moi une fraude financière massive orchestrée par Lawrence Keller et exécutée par Alpine Financial, Westwood Partners et 3 autres institutions. Ce qui a suivi était une confession de 40 minutes étayée par des documents qu'elle avait secrètement copiés au fil des ans. Elle a expliqué en détail comment elle avait découvert la fraude, sa crise de conscience croissante et sa décision de tout documenter au lieu de le signaler immédiatement, sachant que l'influence de Keller étoufferait toute enquête. Jérôme a découvert ce que je faisais il y a 2 mois, a-t-elle poursuivi. Il a promis de m'aider à tout révéler, disant qu'il voulait réparer ses torts. Le lendemain, il a été convoqué à une réunion privée avec Lawrence Keller. 1 semaine plus tard, il m'a ordonné de détruire tous mes dossiers et d'oublier tout ce que j'avais vu. Quand j'ai refusé, il m'a menacé de poursuites judiciaires. C'est là que j'ai démissionné et que je me suis cachée. Elle a regardé droit vers la caméra. J'enregistre ceci comme une assurance. S'il m'arrive quoi que ce soit, comme c'est arrivé à Jérôme, cette vidéo sera automatiquement envoyée à chaque membre du conseil d'administration, aux gros investisseurs et aux médias de ma liste de diffusion. La vidéo s'est terminée sur elle brandissant un document, les plans de conception originaux du système de Keller, avec sa signature. Elle a envoyé ça à tout le monde, sauf à nous, ai-je réalisé. Rodriguez a acquiescé. Elle ne faisait confiance à aucun canal officiel tant que Keller avait de l'influence. Mais une fois que la vidéo a circulé parmi les administrateurs et les investisseurs d'Alpine, ils ont paniqué. 3 membres du conseil se sont manifestés de leur côté pour offrir des preuves en échange d'une réduction de peine. Michel et son équipe, réalisant qu'ils étaient sacrifiés pour protéger Keller, ont rapidement suivi le mouvement. Keller a tenté de fuir le pays, mais il a été arrêté sur un aérodrome privé. Confronté aux preuves de multiples témoins coopérants, il a craqué et a commencé à dénoncer d'autres fonctionnaires impliqués en échange de clémence. Le système que Keller avait construit pour se protéger était devenu sa perte. Une fois le premier domino tombé, tout le monde s'est précipité pour se sauver, créant une cascade de coopération qui a exposé tout le réseau. 2 mois plus tard, je me tenais au fond d'une salle d'audience bondée, alors que Lawrence Keller était condamné à 20 ans de prison pour fraude, corruption et entrave à la justice.
Michel et ses associés avaient déjà été condamnés à des peines allant de 5 à 15 ans. Mais la véritable victoire est survenue après le prononcé de la sentence, quand le juge a annoncé la création d'un fonds d'indemnisation pour toutes les victimes, plus de 1200 personnes qui allaient enfin récupérer ce qui leur avait été volé en euros. Alors que la salle se vidait, je me suis approchée de la table de l'accusation où Viviane rangeait ses dossiers. Il y a encore une chose que je ne comprends pas, ai-je dit. Comment Pénélope a-t-elle su qu'elle devait m'envoyer cet horodatage? Nous n'avons jamais communiqué pendant ma mission d'infiltration. Viviane a souri. Elle ne l'a pas envoyé au capitaine Lefebvre. Elle l'a envoyé à Anne Wilson, la comptable discrète, qui l'avait aidée un jour à résoudre une anomalie du système concernant précisément cet horodatage. La comptable qui avait mentionné en passant que ses grands-parents avaient tout perdu à cause d'une fraude financière. Pénélope a fait le lien après que votre identité a été révélée dans les médias. Parfois, la justice vient d'alliés inattendus. Des gens qui portent leur propre fardeau de complicité en silence, jusqu'à ce qu'ils trouvent le courage d'agir. À la sortie du tribunal, j'ai appelé mon père. C'est fini. Je lui ai tout raconté. Tes grands-parents seraient fiers, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Pas seulement du résultat, mais de la façon dont tu l'as obtenu, en étant exactement la personne qu'ils t'ont appris à être. Le système que Keller avait créé n'a pas seulement été démantelé. Il a été mis à nu jusque dans ses fondations, empêchant des montages similaires de s'implanter ailleurs. La commission de régulation a subi une restructuration complète avec de nouveaux protocoles de surveillance. Alpine Financial a été dissoute, ses actifs légitimes transférés à des institutions ayant des pratiques éthiques vérifiées. Ma vengeance n'était pas la destruction d'individus, mais la transformation d'un système qui avait permis à des prédateurs de sévir pendant des décennies. La plus grande satisfaction est venue des mois plus tard, lorsque j'ai personnellement remis des chèques d'indemnisation à des victimes âgées, comme Madame Chen, en regardant leur incrédulité se transformer en larmes de soulagement. Michel, Keller et leurs associés ont tout perdu. Leur fortune, leur liberté et leur réputation. Mais plus important encore, ils ont perdu leur pouvoir de nuire. Ils passeront des années dans des cellules de prison à réfléchir à la manière dont ils ont été vaincus. Non pas par une confrontation spectaculaire, mais par une justice calme et méticuleuse. Le genre de justice qui aurait rendu mes grands-parents fiers. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager avec ceux qui aiment voir la justice triompher face aux puissants. Laissez un commentaire pour donner votre avis sur la responsabilité des entreprises. Je les lis tous. Et restez à l'écoute pour d'autres histoires qui explorent la danse complexe entre justice, vengeance et rédemption.